Back together again. Yes. Oh, excuse me. Just in the press conference. Put these things on. Just sitting in the press. If a question is asked in French, you'll have the simultaneous translation in your... Yes. Like the UN. How are you? I'm fine, thank you, yourself. Same here. Photographers will operate for an extra few minutes, and then we'll start the press conference. That's okay with you guys? Please, all of you, use this time to turn your cell phones off. Donc, est-ce que vous pouvez arrêter vos téléphones mobiles? Je donne quelques instants encore aux photographes. Et si vous voulez prendre des photos pendant la conférence de presse, veuillez vous abstenir d'utiliser un flash, s'il vous plaît. Bonjour à tous, hello everyone, et bienvenue à la conférence de presse de I, Daniel Blake, and welcome to the press conference for I, Daniel Blake, and I'll introduce... Je vais donc présenter toutes les personnes à la tribune. Dans le rôle principal, Daniel Blake, nous avons Dave Jones, comédien. As Katie, Dans Miss Hayley le rôle de Squires. Katie, nous avons Madame Hayley Squires. at my far end, À l'autre extrémité de la table, left. This is the first time that you work with c'est la Mr. première Ken fois que Loach, vous at avez least, travaillé I avec think. Ken Loach, je crois. Non, c'est la troisième fois. What? I said third. Oh, did you? Sorry. Ah, Yeah, no la problem, troisième no fois, problem. d'accord. Angel's Chair and Jimmy's Hall and this one. Thank you. Yeah. Vous avez travaillé avec lui Mr. Robbie lors de Ryan. Jimmy's Hall. Je parle donc du directeur de la photographie, Robbie Ryan. And the Cannes Dream Team, Et puis le Dream Team Writer Paul de Laverty, Cannes, le scénariste Paul producer Laverty, Rebecca O'Brien, productrice Rebecca Director Ken O'Brien Loach. et réalisateur Ken Loach. and no offense to the Dream Team. I'll Je ne throw the first voudrais pas question to the two of offenser le you Dream Team, actors. mais je vais poser Where la have première you question aux been deux acteurs. all of our filmgoers' lives? Where do you come from? D'où What- venez-vous? What? Well, I'm a stand-up comedian. Enfin, moi, je suis humoriste au départ. Going around comedy clubs in obscurity. J'ai travaillé dans de petits clubs, dans les coulisses, dans l'obscurité totale. En fait, ça a été une expérience absolument formidable pour moi. Ma carrière, eh bien, j'ai étudié le théâtre à l'école. Ça fait 6 ans que je travaille. J'écris également. Et petit à petit, j'émerge. Eh bien, comment est-ce que vous avez décroché ce rôle? Comment les choses se sont passées? Un ami producteur m'a envoyé un petit mot pour me dire que Ken cherchait un comédien de mon âge. Et cet ami m'a dit, bah, envoie tes détails, envoie tes coordonnées. Donc, j'ai envoyé un simple lien pour qu'ils puissent regarder ma page web en tant qu'humoriste et ils m'ont convoqué pour un entretien et me voici. Eh bien, mon agent m'a dit, mais tu connais Ken Loach? J'ai dit, bah oui, je crois. On a parlé pendant 10 ou 15 minutes ensemble
On a parlé de la vie en général, de mes origines, de mes parents, de mon enfance. On a bavardé à bâton rompu. Et 2 mois plus tard, je suis revenue. Il y avait Dave également à l'époque. On est tombés amoureux l'un de l'autre. Nous avons improvisé quelques conversations qu'elle nous avait données. Puis on s'est retrouvés à Newcastle, où j'ai rencontré Paul et Rebecca. C'était le dernier entretien avant de décrocher ce rôle. Merci beaucoup, d'ailleurs. Je suppose, Monsieur Loach, que le choix du directeur de la photo est aussi important que le choix des acteurs. Oui, absolument. Vous pouvez rougir. Il faut surtout trouver le ton adéquat pour le film. C'est extrêmement important. Et dans ce cas-ci, nous pensions que le récit était si puissant qu'il fallait rester très simple et très clair, très économe en quelque sorte. Le récit n'avait pas besoin d'être embelli. Robbie avait déjà travaillé avec nous et on a parlé ensemble pour trouver un style très épuré, limpide, simple, sans décoration, sans fioriture, sans mouvement parasite, sans rien qui puisse distraire de l'essence des personnages devant la caméra. Il fallait décrire leur vie, leur situation avec simplicité. Il y a une citation de Bertolt Brecht, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et cette citation nous a guidés maintes fois. En anglais, il disait « Je pensais toujours que les mots les plus simples devaient suffire. Quand je décris les choses ainsi, ça va fendre le cœur de tout le monde. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça touche le cœur des gens, mais ça les met en colère aussi. » Kate Muir, Times, Londres. Magnifique film. Il y a 50 ans, vous avez tourné Cathy Come Home. Vous avez parlé des SDF. À l'époque, on disait que c'était très frappant pour tous les spectateurs. Je pense aussi que ce film frappe énormément les spectateurs. Ça vous choque de faire un film très similaire 50 ans plus tard? Oui, c'est choquant. C'est proprement choquant. C'est choquant parce que ce n'est pas un problème uniquement pour la population de mon pays. C'est un problème qui existe partout en Europe. Il y a une cruauté consciente dans la façon d'organiser nos vies à l'heure actuelle. Ce sont les gens les plus vulnérables à qui on dit que c'est de leur faute s'ils sont pauvres. Si vous n'avez pas de boulot, c'est de votre faute. Peu importe qu'au Royaume-Uni ou qu'en Europe, il y ait un chômage énorme. En Angleterre, il y a presque 2 millions de personnes au chômage et inscrits au chômage, mais il y a peut-être 2 millions de plus qu'on ne connaît pas. Il y a les handicapés, il y a une augmentation dans le nombre de suicides. Et où, justement, là où il y a ces évaluations, il y a des travailleurs à la NPE à qui on a expliqué comment gérer les suicides potentiels. Ils sont conscients donc du problème. Et je parle de centaines de milliers de personnes en Europe. C'est un problème énorme. C'est profondément choquant de voir ce genre de situation au cœur même de l'Europe. La réponse des gens est très humaine. Les gens s'accommodent parfois.
Les gens ressentent une profonde frustration, une douleur, du désespoir, mais malgré tout, ils arrivent à survivre. Donc, on voit toute la panoplie des émotions humaines, mais en gros, le problème, c'est une politique qui choque. Je vais ajouter 2 ou 3 choses. Au tout début, on avait parlé beaucoup des personnages, de comment les montrer sur scène. On a voyagé un peu partout dans le pays, en Écosse, en Angleterre, on a visité les banques alimentaires, on a rendu visite aux ONG, et c'était remarquable de constater le nombre de personnes vulnérables qui étaient frappées le plus par ces situations. Dan, en fait, est un homme très compétent. Il a travaillé toute sa vie. Il a des amis, il est intelligent, il est futé. Il a mené une vie très pleine, très remplie. Et quand on parle aux experts, quand on parle avec les gens qui travaillent avec ces personnes vulnérables, avec les handicapés, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont ces gens-là, les plus vulnérables, qui ont le plus souffert de ces diminutions dans les allocations. Et comme on a dit dans le film, ce sont des cibles faciles. En fait, le film aurait pu être plus dur encore. On aurait pu avoir comme personnage un handicapé. Et en l'occurrence, il s'agit de 2 personnes très intelligentes. On aurait pu raconter l'histoire du point de vue de quelqu'un d'encore plus vulnérable. Il est important de voir aussi que ces situations sont devenues presque systématiques. Il y a des gens qui travaillent pour l'ANP que nous avons interviewés et ils nous disaient qu'ils se sentaient humiliés parce qu'ils étaient forcés de traiter le public ainsi, de mal les traiter. Il y a donc énormément de personnes qui souffrent de ces situations. Ce qui m'avait vraiment choqué quand on m'a donné ce rôle, c'était d'apprendre sur ces différentes actions. Moi, je suis humoriste, je n'ai pas reçu d'allocation depuis des années, mais l'idée de perdre ces allocations parce qu'on arrive en retard à un rendez-vous, qu'on ne pourra plus même s'alimenter, ça me choque profondément. C'est comme si on était puni parce qu'on est malade. C'est comme ça que j'ai ressenti la situation. Et si on trouve un emploi, en fait, on perd tout. Ça m'a choqué de découvrir une telle situation. Bonjour. Je travaille pour The Times. Lors de la projection hier soir, il y avait des sous-titres en anglais comme en français. C'est parce que je viens du nord de l'Angleterre. C'était votre décision? Est-ce que vous pensez que ça en dit long sur quelque chose? Est-ce qu'on estime que les gens ne comprennent que l'anglais standard? Il y a des sous-titres pour le marché international, pas pour le marché britannique. Il n'y aura pas de sous-titres au Royaume-Uni. Les projections ici sont vues par des personnes qui ne sont ni anglophones ni francophones, donc comprendre les accents devient difficile. L'idée, c'était d'aider simplement le public à Cannes. Rodrigo Fonseca, Brésil. J'ai une question à poser à M. Loach. Magnifique film. Expliquez-nous comment vous dirigez les acteurs professionnels et non professionnels. Comment est-ce que vous répétez? Est-ce que vous permettez une certaine improvisation lors du tournage? Vaste question. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse bêtise. J'en ai des histoires à raconter. Je comprends pourquoi vous avez eu ce rôle.
You can see I'm technically incompetent here. Sur le plan technique, je ne suis pas très compétent. Well, it's really very easy. Mais c'est très simple, en fait. C'est simple de travailler avec les acteurs. Et les acteurs ont beaucoup d'imagination, tout en étant vulnérables, susceptibles. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a commencé par le commencement, on a tourné le film de façon chronologique. Les acteurs ainsi apprennent le script petit à petit. On voulait donner une impression d'improvisation, mais en fait, le scénario est extrêmement précis. Quand vous regardez le film monté et vous comparez avec le scénario, les deux choses sont presque identiques, mais on a l'impression que tout est improvisé, spontané. En fait, ce n'est pas du tout compliqué de travailler avec des acteurs. Les gens qui travaillaient, qu'on a vus à la banque alimentaire, ils travaillaient réellement. C'est un peu la tradition néo-réaliste italienne. Les gens connaissaient le travail. Les gens qui travaillaient dans le bureau à la NPE, c'était des gens qui avaient vraiment travaillé dans ces bureaux-là. On a ainsi cherché à créer une impression de réalité. Puis les acteurs, comme je vous ai dit, ont beaucoup d'imagination. Les acteurs donnent vie à ces instants-là. Et c'est grâce à ce génie qu'on est frappé ou ému par la scène. C'est ainsi que l'on procède. Mais je pense que Hayley et Dave pourraient en parler avec plus d'élégance que moi. Pour moi, quand on reçoit le scénario, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se mettre à la place du personnage. Et ces personnages ont des vies pleines d'incertitudes. On reçoit le scénario, on lit et on se dit « Oh là là, ça s'est passé comme ça ». C'est comme si on partait en voyage avec Dan. J'avais l'impression de vivre sa vie pour finir. Oui, c'est comme ça que ça a marché et tout a très bien fonctionné. Quand on travaille avec Ken, tout est calme. Avant de commencer le tournage, on travaille le personnage, on discute ensemble, on passe de longs moments à parler ensemble. Et une fois que l'on commence le vrai travail, évidemment, Ken et Paul se connaissent bien, on finit par se sentir en famille, tout reste calme et on sait qu'on est totalement en sécurité. Parfois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais puisqu'on est avec Ken, on se sent bien, on travaille avec toute l'équipe, tout le monde vous soutient, on sait que les choses vont bien fonctionner, on est dirigé de façon vraiment sûre. Avec d'autres réalisateurs, parfois on a le sentiment qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on n'est plus en sécurité, on est inquiet. On veut savoir ce qui va se passer l'instant après. Mais dans ce cas-ci, ce n'était pas du tout comme ça. En fait, c'est le premier film que j'ai fait. J'ai dû tout apprendre. Je me rappelle, Robbie me conseillait chaque fois, me passait des petits mots pour m'expliquer. Et pour moi, je me sentais totalement en sécurité aussi. Je ne me suis pas sentie intimidée par le tournage et cette idée de faire mon premier film. Je me sentais totalement à l'aise. Ken vous met tout à fait à l'aise. Le calme règne sur le plateau. Même si des choses catastrophiques se passaient dans la vie des personnages, on savait que tout tenait ensemble, que rien de dramatique n'allait se passer au niveau du tournage et chaque fois on gagnait en confiance et on savait que tout était dans le scénario.
Et les enfants, les scènes avec les enfants étaient également importantes. Yeah, it felt like I just met these two kids. There was a girl who was in trouble. Oui, j'ai rencontré cette fille qui vraiment avait des problèmes et donc je me suis très bien entendue avec les enfants en même temps. Ben Leaf, The Guardian. Ken, l'an dernier, vous avez dit que vous pensiez que Jeremy Corbyn ne parlait pas suffisamment de ces problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il en parle davantage? Est-ce que vous avez réévalué votre impression de cet homme politique britannique? Enfin, il y a un dénominateur commun entre tous les pays européens. Je vais essayer donc de vous expliquer le fond de ma pensée. Corbyn, à mon avis, est excellent pour le Parti travailliste. C'est le meilleur donc responsable depuis Clement Attlee, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Corbyn et d'autres comprennent les problèmes des travailleurs. Avec Blair et Brown, ils ne comprenaient que le monde économique. Il faut chercher à comprendre les problèmes de Monsieur Tout-le-Monde. Mais le reste du parti au Parlement veulent l'éjecter. Et c'est ça, en fait, le problème pour lui. C'est vrai partout en Europe, en fait. Vous trouvez des chefs de file, mais pas forcément parmi les partis politiques classiques. Il y a des hommes politiques qui comprennent ce qui se passe, mais les structures politiques à l'heure actuelle ne leur permettent pas d'émerger. On ne les entend pas. Et Corbyn et ses amis et ses alliés pourraient faire des miracles, mais il faut les laisser s'exprimer. Il faut créer des alliances un peu partout en Europe, en France, en Espagne, en Grèce, pour qu'il existe une vraie gauche en Europe qui écoute les gens et qui ne donne pas priorité à l'économie. Il y a trop de personnes qui cherchent à tout privatiser, à négocier avec les États-Unis pour favoriser encore le monde économique. Au contraire, il faut faire l'inverse. Il ne faut pas chercher à privatiser à tout prix. Il nous faut un grand mouvement en Europe qui permettrait à des personnes comme Dan et Katie de survivre. Jonathan Canada, félicitations, très beau film. J'ai une question à poser à Ken Loach. Magnifique film, absolument. Je n'aurais pas dit magnifique moi-même, mais peu importe. Vous avez parlé de trouver le ton adéquat pour le film. C'était difficile de construire le film. Eh bien, tout commence avec le scénario, avec l'écriture. Souvent, les gens écrivent des récits sur des gens qui souffrent et qui sont vraiment calamiteux, dans une situation calamiteuse du début à la fin. Mais dans ce film, il y a des gens qui rient, il y a des scènes très drôles, et c'est ça la réalité des gens et de leur vie. Si vous éliminez cette chaleur humaine et ce côté comique, vous passez à côté de la situation. Et tout commence avec le scénario, et puis ensuite, c'est aux acteurs de justement transmettre toutes ces émotions. I'm Darbas Hussain from Rouda Media Network. We are coming in Kurdistan of Iraq. I have one question. Je viens du Kurdistan irakien. La question est la suivante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au Moyen-Orient, notamment dans le Kurdistan. Est-ce que vous avez l'intention un jour de faire un film sur les réfugiés du Kurdistan, sur les réfugiés kurdes dans le monde? Est-ce que vous avez un projet de faire un film sur ce sujet? Merci pour votre question. On lit beaucoup d'histoires terribles sur le sort des réfugiés et on ne peut qu'être profondément touché par leur sort. C'est une tragédie sans limite.
Et l'Occident s'en lave les mains de sa responsabilité de tout ce qui a été fait en Irak. Et sans respect du droit international, c'est une hypocrisie énorme. Donc, quand on assiste à tout cela, on peut voir que c'est un sujet très très important. Mais c'est une grande question politique qui a d'énormes conséquences. Mais quand on doit raconter une histoire, un bon thème, un bon sujet ne fait pas forcément un bon film ou une bonne histoire. Faire une histoire sur le sujet que vous soulevez, et j'aimerais beaucoup qu'on voit un film sur ce sujet à Cannes dans les années à venir, eh bien, il faut un auteur qui comprend toute la culture, toute la poésie, toute la subtilité, la langue, la culture des gens de la région. Et moi, je suis incapable de faire ça. Je crois que vous devez vous adresser à un auteur kurde de talent qui va réussir à communiquer beaucoup mieux que moi ce dont vous parlez. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est tout à fait vrai. Si les gens de cette culture peuvent écrire une histoire sur eux-mêmes, eh bien, ils doivent le faire. Nous ne sommes que spectateurs des informations. Nous pouvons sentir toute la tragédie des erreurs qui ont été commises, mais il faut que cette histoire vienne des gens eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul vient de dire et merci de votre question. Je crois qu'il serait utile que la communauté des producteurs européens, le programme Média, etc., finance des films dans des pays où il est difficile de faire des films. L'Europe pourrait prendre l'initiative pour que des réalisateurs de votre pays, aussi que d'autres pays, puissent tourner des films pour nous faire partager les bonnes choses et les mauvaises choses de ce que vous vivez. Je pense que c'est une responsabilité de l'Europe, car l'Europe a beaucoup fait déjà dans ce domaine et nous devrions aider l'industrie cinématographique de votre pays. Vu le ton de cette conférence de presse, je pense que ça n'a pas été très facile de faire financer votre film. Rebecca, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu un soutien européen remarquable au cours des dernières années, notamment avec nos partenaires français et puis Wild Bunch. Alors, ce qui est inhabituel avec ce film, c'est que nous avons décidé de le faire assez rapidement. C'est l'année dernière, à la même époque, que j'ai reçu le script de ce film. Et lorsque je l'ai lu, j'ai pensé qu'il fallait le faire rapidement, car c'est vraiment une question d'actualité, c'est une histoire importante à raconter. Mais bien sûr, il faut le faire cette année, je me suis dit, en 2015. Et donc, très vite, je suis allé à la BBC, au BFI, pour voir s'ils avaient encore de l'argent pour l'année 2015, encore un budget disponible. Les personnes que j'ai contactées avaient très envie de financer ce film, mais pas aussi rapidement. Et au final, on a quand même reçu de l'aide, les gens nous ont rejoints. Et on voulait raconter cette histoire dans une zone assez limitée, dans un paysage avec lequel on peut s'identifier. Et une fois qu'on a décidé de tourner à Newcastle, tout était évident. On a procédé au repérage avec une excellente équipe, bien sûr, mais tout s'est fait facilement, car c'est une histoire qu'il fallait raconter rapidement. Et tout le monde a suivi. Donc ça n'a pas été si difficile. Pourquoi à Newcastle?
C'est une ville merveilleuse qui a une histoire, une longue tradition de lutte ouvrière dans les chantiers navals, dans les mines à proximité. C'est une ville qui a une identité, s'il y a un sens de l'humour intéressant à Newcastle. Ce sont des villes comme Glasgow, Manchester, Liverpool, où il y a une forte identité. Et la richesse de cette culture nous donne énormément d'énergie. Hi there. Fikra Gibbons from AFP. AFP, félicitations tout d'abord. J'espère que vous êtes heureux d'avoir fait ce film. Vous avez fait pleurer beaucoup de monde hier. Une question pour Rebecca. Vous venez de parler de l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'en Grande-Bretagne, la situation serait plus favorable en dehors de l'Europe, avec le vote sur le Brexit en juin? Ou est-ce que les choses vont empirer si on quitte l'Europe? Et puis, donc, une autre question pour Rebecca aussi. En quoi est-ce que cela aura un impact sur votre activité de producteur si le Royaume-Uni quitte l'Europe? Je sais que c'est une grande question. On a un grand vote dans quelques semaines. Est-ce qu'on va quitter l'Union européenne ou non? Je crois que c'est une question très difficile parce que d'une part, l'Union européenne est un projet néolibéral qui pousse aux privatisations, à la déréglementation et les protections pour les travailleurs. La protection sociale est sans cesse remise en cause. D'autre part, si on quitte l'Europe, on sait que les gouvernements anglais vont vouloir déréglementer encore davantage, diminuer la protection sociale encore plus vite, détruire l'environnement encore plus rapidement. Et donc, nous allons nous retrouver avec un gouvernement d'extrême droite si nous quittons l'Europe. Donc, la question est de savoir comment lutter contre cela le mieux. Est-ce que c'est en restant dans l'Europe, en établissant des liens avec d'autres groupes de gauche en Europe, ou en étant en dehors de l'Europe? C'est une question tactique. L'Union européenne est un projet néolibéral. Comment lutter contre cela, soit en restant dans l'Europe, soit en quittant l'Europe? Il est possible qu'en restant dans l'Europe et en établissant des alliances avec d'autres partis de gauche en Europe, nous puissions mieux nous en sortir. Mais c'est un moment extrêmement dangereux et délicat. La communauté des cinéastes travaille déjà ensemble en matière de coproduction, par exemple, en Europe. Ça, c'est un excellent exemple du bon fonctionnement de l'Europe. Mais comme l'a dit Ken, lutter de l'intérieur est probablement le meilleur moyen de changer les choses. Mais l'exemple culturel de l'Europe est précisément cela que nous devrions suivre. Il faut aussi faire attention aux sirènes d'outre-Atlantique pour financer les films. Et des histoires importantes comme celle-ci peuvent être contées, et perdre cela serait une tragédie. Oui, c'est une question qui a à voir aussi avec la protection sociale, parce que si chaque pays suit sa propre voie, il va y avoir des efforts énormes pour attirer des capitaux internationaux en diminuant la fiscalité, en déréglementant. Et je pense que notre histoire touche précisément ces questions, parce qu'on y voit ce qui se passe à Dan et à Katie dans le film. On s'attaque aux gens les plus innocents et vulnérables, on diminue la sécurité sociale, on fait en sorte que les gens souffrent encore plus. Et ce qui est intéressant, c'est toute la campagne de propagande pour dénigrer la protection sociale.
Ken et moi en avons beaucoup parlé de très nombreuses fois. La perception qu'a le public de la protection sociale, quelle est-elle? Les gens ordinaires pensent que 30% du budget de l'État partent dans... Donc que 30% va dans la protection sociale, alors qu'en réalité, c'est beaucoup moins. Nous avons aussi mentionné des romans de Dickens. Si on fait en sorte que les gens continuent à être nerveux, fatigués, excités, eh bien, ils vont accepter des emplois sous-payés. Et les gens qui auront ces emplois ne rejoindront pas les syndicats. Et les personnes qui sont syndiquées ou qui deviennent des porte-parole des syndicats n'ont pas de promotion. Donc ce qui est fascinant ici, c'est de voir qu'on a parlé à des gens qui vivaient du chômage et ils étaient vraiment furieux, fâchés, frustrés parce qu'on les accusait d'être des profiteurs, sorte d'escrocs, et ils ont on les a souvent insultés dans leur vie. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ces gens-là sont extrêmement furieux, qu'on les accuse dans les médias, dans les programmes de télévision, parce qu'ils vivent de protection sociale. Je peux vous parler de ma propre famille. Mon père était ouvrier, on vivait dans un HLM, il était menuisier, et donc... Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient des demandes de logement social. Et mon père avait eu un HLM d'octroyer, mais ensuite tout cela s'est privatisé et l'argent ne va pas dans de nouvelles constructions, mais va vers les propriétaires privés. Et là, les gens ne trouvent plus de lieu pour se loger, d'appartements. Et là, les gens finissent par croire que c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation-là, que ce sont des profiteurs. Et voilà le problème. Voilà ce qui se passe. Alors tout ce qui concerne la propagande autour de toutes ces questions, tout ce qui concerne le Brexit, j'en parlais même à ma mère ce matin parce que ma mère vit dans un HLM. Et ce dont nous parlions, c'est que les gens normaux, comme on les appelle, on finit par leur faire croire que les gens qui vivent de la protection sociale sont des profiteurs. Et donc, ce qui a été fait de façon très subtile par le gouvernement et par la presse, c'est qu'ils ont réussi à diviser les gens dans la classe ouvrière. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler et d'autres qui peuvent travailler. Et on les monte les uns contre les autres. Et ceux qui travaillent disent « moi je paie pour que toi tu vives ». Et donc, il y a les méga riches, il y a les autres qui finalement sont critiqués. Et donc c'est un petit peu comme si on a réussi à diviser la classe ouvrière et on nous laisse nous débrouiller, comme ça ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Oui, ça c'est la montée en puissance de l'extrême droite. Question du Daily Mail. Ce qui est intéressant aussi dans votre film, c'est la performance des acteurs.
Est-ce que vous pensez que nous avons là de futures grandes stars du cinéma britannique? C'est ce que vous pensez? And secondly, comparisons have been made already to Kathy Come Home, sort of 50 years ago, and that sort of seminal moment early in your career. And in some ways, Et ensuite, dans votre carrière, vous avez présenté de nombreux films. Est-ce que vous pensez que ça va être votre dernier film ou il y en aura d'autres après? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est. Il continuera à faire des films pour toujours. C'est gentil d'entendre ça, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous remercie.